Bonjour à tous, nous sommes le 15, il est 11h30 et vous avez été nombreux à réserver 1 heure de votre temps pour nous écouter. On vous en remercie. Le thème de cette matinée, comment rendre ses ventes prédictibles. Alors, un sujet large, vaste et on s'est objectivement beaucoup inspiré d'un best-seller américain. Donc, on a essayé de retranscrire et on va le voir avec nos mots, nos expériences et surtout les expériences des 3 experts qui sont avec moi aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, vous avez un petit chat en ligne. Je vois qu'il y a des premières personnes qui commencent à l'utiliser. N'hésitez pas à poser des questions, à nous interpeller. Moi, je ferai le relais pour qu'on puisse le mieux possible répondre à vos questions au fil du webinaire. Alors, je pense que tous est mis tout honneur. Delphine, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter Bancast? Avec plaisir, bonjour à tous. Donc moi, je suis directrice générale et cofondatrice de Bancast. On fait de la formation adaptée à l'époque pour les commerciaux B2B. Donc les méthodes dont on va parler aujourd'hui, c'est des méthodes qui sont assez avancées, qui viennent des US et que je connais bien puisque au cours de ma carrière et notamment dans ma précédente entreprise qui a été créée par l'ex-DG de Google France, donc Corp Academy, ces méthodes étaient vraiment très utilisées au quotidien. Et avec le président actuel de Bancast, Benjamin Arbeit, on a mis en œuvre ces méthodes et obtenu des très bons résultats puisqu'on a généré 2 millions d'ARR, soit environ 15 millions de chiffre d'affaires, avec beaucoup de marge, grâce à ces méthodes. Et on continue aujourd'hui à les appliquer chez Bancast avec des très bons résultats. Donc voilà, ce que vous allez voir, c'est essentiel. Ça a mis du temps à se démocratiser, à venir en France. Ça a commencé par les secteurs de tout ce qui est informatique. Mais aujourd'hui, ça redescend et c'est des top méthodes qui ont marché, qui continuent à fonctionner. Merci Delphine, ça donne envie. Alors Alexandre, Wife, c'est quoi en quelques mots? Alors bonjour à tous, merci Benoît de me donner la parole. Donc Vive, c'est l'entreprise que j'ai créée il y a 3 ans. C'est une société qui édite un logiciel d'entraînement vidéo pour les commerciaux, donc qui permet d'enregistrer, d'analyser et de débriefer des rendez-vous pour améliorer la performance de ses ventes. Et si jamais aujourd'hui le directeur commercial n'a pas le temps pour faire ce coaching, il peut faire appel à un réseau de coachs que j'ai cherché pendant longtemps et que j'ai mis 2 ans à établir parce que depuis 2 ans, je fais un podcast pour interviewer les meilleurs coachs de vente et les meilleurs experts de la vente. Et donc, j'ai pu sélectionner vraiment les meilleurs pour coacher des vendeurs à travers notre logiciel. Donc, je vous invite à écouter ce podcast. Et d'ailleurs, Delphine y est passée, l'associé de Pierre-Michel y est passé aussi, et bientôt Benoît, votre PDG, va y passer dans ce podcast. Donc voilà, vous êtes tous des habitués du podcast. Alexandre, si tu veux partager le lien du podcast dans le chat, n'hésite pas. Ah oui, très bien, bonne idée, ouais. Troisième expert, Pierre-Michel. Alors, on attrape quoi avec Dreamcatcher? Eh ben, on attrape plein de beaux clients. Donc, bonjour à tous. Je suis Pierre-Michel, le cofondateur de la société Dreamcatcher Sales. On existe depuis 2015. On n'a qu'une expertise chez nous, c'est le business développement B2B dans le secteur de l'innovation et du digital, qu'on travaille de 3 manières. D'une première manière, comme un cabinet de recrutement, on fait de la prestation de services et du conseil. On fait aussi de la formation commerciale. On est une trentaine de collaborateurs en interne, on est une centaine de consultants en mission. Et on travaille énormément avec les startups, scale-up et cellules d'innovation de grands comptes. Alors, on a aussi un podcast qui va être complémentaire de celui des héros de la vente qui s'appelle We Are Sales, sur lequel on interviewe à la fois les DIRCos sur leur stratégie commerciale et leur organisation de leurs forces, et aussi sur les outils sales. On aura l'occasion d'y revenir. Et merci Benoît et à Nomination d'avoir organisé ce webinaire extrêmement intéressant. Merci à vous trois. En 2 mots, donc moi je travaille chez Nomination. Notre mission chez Nomination, c'est de fabriquer, on espère, la meilleure plateforme de prospection B2B. Et pour faire ça, on s'appuie sur un savoir-faire qu'on a travaillé depuis maintenant 18 ans, un savoir-faire sur la production de données, l'identification de boîtes, l'identification de contacts clés et de tous les éléments qui permettent à la fin aux sales d'être en action de manière la plus smart possible. Donc, les présentations sont faites, vous êtes déjà pas mal à vous être connectés, on va se lancer, tant pis pour les retardataires. Allons-y. Alors, le déroulé. On va commencer par
par une niche. Et Alexandre, je pense que tu vas nous faire pas mal sourire avec le début. Donc, la niche, la proposition de valeur. Ensuite, on basculera avec Delphine sur tout ce qui est pipe, tunnel de vente. Et puis ensuite, avec tous ensemble, on travaillera et on parlera de la nécessité d'avoir des objectifs ambitieux. Et puis, on finira par l'apothéose, scaler ses ventes. On en rêve tous. Et donc, Delphine, Alexandre et Pierre-Michel vont nous expliquer comment faire, ou en tout cas, quelles orientations il faut prendre. Alors, Alexandre, une niche, qu'est-ce que c'est qu'une niche à part une maison à chiens? Alors c'est vrai que moi j'aime bien étayer mon propos avec des images qui font sourire. Donc en fait, l'idée de la niche, si on reprend le bouquin sur lequel on s'est basé pour construire notre argumentation, bon, pour rappeler, le bouquin, c'est un peu la bible des sales dans la Silicon Valley. Donc c'est pour essayer de copier les scale-up, c'est-à-dire les startups qui ont de l'hypercroissance, comme HubSpot, Salesforce, et de copier un peu leur méthode de vente. Et en fait, la première chose, les premiers fondamentaux dans ce bouquin, les auteurs parlent beaucoup de trouver sa verticale, donc sa niche, c'est-à-dire trouver le secteur, la table de poker sur laquelle vous allez en fait jouer. Et en fait, c'est plus important que ce que l'on pense, c'est-à-dire vous pouvez avoir un super produit. Si vous êtes sur une table de poker qui est hyper concurrentielle, ça peut être compliqué. Et au-delà de trouver son secteur, il va falloir aussi trouver sa spécialisation. Donc, c'est-à-dire la spécialisation de son produit. Alors, j'ai pris une autre image qui va peut-être vous faire sourire. Si par exemple, vous avez envie de manger une pizza, que vous allez dans une rue où il y a des pizzerias et vous voyez ces deux restaurants, dans quel restaurant vous allez aller manger? Bon, à 100%, vous allez tous me répondre, on va aller dans la pizzeria qui est spécialisée, on ne va pas aller dans la pizzeria crêperie parce qu'on risque d'avoir des pizzas moins bonnes. Et pourquoi on a ce biais cognitif? Simplement, on se dit on ne peut pas faire des bonnes pizzas et des bonnes crêpes. On ne peut pas être bon dans plusieurs choses. Et en fait, alors dans le bouquin, ils ne prennent pas l'exemple de la pizza, hein, ils prennent l'exemple de la radio, et notamment des radios très spécialisées, par exemple dans le rock indie, et par rapport à des radios généralistes. Et c'est intéressant de comprendre cette notion de spécialisation pour parler à une audience. Et souvent, quand on crée un produit ou une entreprise, on a tendance à vouloir adresser plein de marchés différents et aussi créer des produits qui ont plein de fonctionnalités qui font tout. Et ça, c'est souvent une mauvaise pratique, d'ailleurs, que j'ai fait aussi dans mon aventure entrepreneuriale, hein. C'est qu'on pense qu'on va parler à tout le monde. Sauf que quand on parle à tout le monde, personne ne nous écoute. Et j'aime bien aussi l'exemple des banques. Aujourd'hui, les banques, elles veulent faire plein de choses et elles vous vendent maintenant des forfaits téléphoniques. Moi, quand ma banque me propose un forfait téléphonique, j'ai pas envie de le prendre, même si c'est le meilleur forfait, le moins cher, etc. Mais je me dis, fais déjà bien ton travail de banquier, on verra après pour le téléphone. Alors, je prends toujours cet exemple aussi, l'exemple de la pizza, après j'arrête de vous embêter avec ça. On sent, Alexandre, que tu es un peu frustré par la situation actuelle et le manque de restaurants. Ouais, exactement. Je me dis, voilà, prenons par exemple, si demain vous devez créer une activité, prenons Naples, donc c'est la photo que vous voyez, vous voulez aller à Naples et vous voulez créer une activité autour de la pizza. C'est sans doute la ville où c'est le plus compliqué de faire ça parce qu'il y a des pizzerias à tous les coins de rue. Comment on peut se démarquer? Eh ben, le premier moyen de se démarquer, en fait, c'est de créer un restaurant spécialisé, par exemple, dans une pizza, je sais pas, la Margherita, par exemple, ou la calzone, et de s'y tenir. Et là, on va bien voir qu'en réduisant son activité, en se verticalisant, on va réduire aussi ses cibles, mais par contre, on va parler directement à cette cible. Alors, l'équilibre à avoir, c'est de ne pas prendre une cible trop réduite. Il faut faire attention à ça, bien sûr, parce que plus on verticalise, et plus la cible va être réduite. Donc, j'arrête avec mon exemple de pizza. Donc, on a compris, il faut choisir une verticale, un secteur. Maintenant, dans cette verticale-là, il va falloir choisir une verticale d'entreprise. C'est-à-dire, quel type d'entreprise on va démarcher. Par exemple, moi, dans mon secteur, je vais démarcher le secteur de la high-tech. Dans le secteur de la high-tech, je vais démarcher quoi? Des PME, des grosses entreprises, des entreprises entre 100 et 1000 salariés. Ça, c'est aussi une bonne pratique à avoir parce que souvent, et moi j'ai fait cette erreur aussi, c'est qu'on veut aller vendre à plein d'entreprises différentes et du coup, on se retrouve à vendre
à une petite boîte, une grosse boîte, et on n'a pas le même discours. Donc, une fois qu'on a l'entreprise cible, l'ICP, on va essayer de trouver le customer idéal. Donc, le client idéal, ce qu'on appelle le persona. Donc, le persona, c'est vraiment, par exemple, moi, dans les entreprises que je démarche, c'est par exemple le directeur commercial. L'idée, c'est qu'une fois qu'on va voir ce persona-là, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui le motive et quels sont ses besoins. Donc, dans le bouquin, ils disent il faut faire ce travail-là pour obtenir ces 10 premiers clients. Une fois qu'on a ces 10 premiers clients, on va savoir quel est le client qui achète le plus vite, le plus fort, et là où le produit fait mouche. Et ensuite, il va falloir dupliquer ça. Donc, je passe à la suite. Ça permet vraiment toujours, on va parler de besoin, alors les Américains parlent de pain, ça permet vraiment de comprendre le besoin de son audience. Et ça, tout ce qu'on va dire par la suite, tout ce que Delphine, Pierre-Michel et Benoît vont dire, ça va découler de ça en fait. Donc c'est vraiment très important cette notion d'audience et de besoin. Une fois qu'on a cette audience, qu'on a l'entreprise, on sait quelle entreprise on démarche, la taille, la personne qu'on démarche dans l'entreprise, le besoin qu'on adresse, il faut aussi réfléchir à quelle est notre proposition de valeur en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qui définit mon entreprise? Par exemple, Pierre-Michel propose du recrutement, Delphine de la formation. Il y a plein d'entreprises de formation et de recrutement. Qu'est-ce qui fait la valeur de l'entreprise de Delphine et de Pierre-Michel? Alors moi, j'aime bien prendre l'exemple de Zappos aux États-Unis, qui est une entreprise qui vend des chaussures en ligne. Alors voilà, c'est une simple entreprise qui vend des chaussures, sauf que cette entreprise cartonne. Pourquoi? Parce qu'elle a basé la culture de son entreprise sur la relation client. Et ce qui différencie Zappos d'autres entreprises, c'est qu'ils ont une très forte culture de la relation client. Et d'ailleurs, il y a une blague qu'ils font dans leur bouquin, que le fondateur fait dans son bouquin, qui dit que quand on a des clients qui appellent notre service client pour demander une pizza, je suis désolé, je reviens à l'exemple de pizza, et ben notre service client va tout faire pour que le client soit satisfait et obtienne sa pizza. Donc voilà, il faut vraiment comprendre dans son entreprise qu'est-ce qui fait sa valeur. Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est le management? Et ça va vous permettre aussi de proposer quelque chose de différenciant par rapport à vos concurrents. Voilà, je finis avec ça. Après, je vous laisse la parole. J'essaie de ne pas monopoliser le temps. Une fois que vous avez fait vos 10 premières ventes, il va falloir faire ce qu'on appelle un portfolio de résultats pour montrer à vos futurs prospects comment votre service impacte leurs résultats. Parce qu'en fait, dans la vente, ce qui est le plus compliqué à montrer, et c'est pourtant le plus déterminant pour faire une vente, c'est de montrer comment vous impactez les résultats de manière positive. Et ça, vous pourrez le faire qu'en montrant les résultats de vos collaborations précédentes. Donc vraiment, c'est une bonne pratique à faire, hein, c'est d'avoir bien sûr des témoignages, mais surtout comment, et si vous pouvez le plus possible chiffrer ces impacts-là, et ben ça, ce sera bingo et ça vous facilitera vos ventes. J'ai fait des épisodes dans le podcast, un épisode qui est vraiment super sur comment prouver l'impact négatif si le client ne travaille pas avec vous. Et il y a plein de choses à faire, de bonnes pratiques à ce niveau-là à entreprendre. Voilà, donc pour résumer, trouver sa niche, c'est une des premières choses que vous pouvez faire pour comprendre les besoins, connaître vos forces, proposer une solution différenciante. Et ensuite, on en parlera. Vous allez pouvoir ensuite augmenter vos paniers moyens avec ça. Voilà, je te laisse la parole, Benoît. Ouais, alors, on va peut-être essayer d'incarner un tout petit peu. Delphine, Bancast, est-ce que vous avez réussi, vous, à trouver au premier coup votre niche ou est-ce que vous êtes un peu cherché? Bon, c'est un peu cherché, hein, bien sûr, quand on crée une entreprise, il faut être hyper vigilant là-dessus. Après, même quand l'entreprise est établie, c'est important de continuer en fait à faire cet exercice, je dirais une fois par trimestre, pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont évolué. Alors bien sûr, on ne va pas changer les fondamentaux, c'est important d'avoir une vision, mais c'est important de faire ce travail en équipe aussi pour que les commerciaux aient bien conscience en fait des problématiques des personas qui s'en servent pour détecter des opportunités, décrocher des rendez-vous, et puis ensuite qui maîtrisent bien la partie découverte pour continuer à comprendre en fait à quels besoins on répond le plus, ce qui va permettre ensuite d'améliorer ces taux de transformation. Donc, exercice hyper important. Et nous, effectivement, donc là, ça fait bientôt 2 ans que Bancax existe. Et on a cherché tous les points là que vient de mentionner Alexandre, qui sont hyper importants.
Et on voit nettement qu'en fait, à partir du moment où on a trouvé, les ventes se sont accélérées, puisque là, on va faire x5 par rapport à l'année dernière. Alors après, l'année dernière, c'était pas non plus des ventes très très grandes, bien sûr, mais on voit clairement là que ça y est, ça s'accélère parce qu'on a trouvé ça. Et on n'est qu'au mois d'avril. Donc là, il y a encore tout le reste de l'année. Donc oui, clairement, c'est des leviers qui sont hyper importants. Et je rajouterais aussi que l'erreur classique qu'on peut faire en tant que commercial, c'est de s'éparpiller en prospectant tout le marché et finalement en envoyant beaucoup de messages, mais qu'un seul à plein de personnes différentes, plutôt que de focaliser sur une liste de comptes qui correspondent à ces ICP et donc à ces personas à l'intérieur de ces ICP. Et c'est là où on a beaucoup plus de réponses. Pierre-Michel, de ton côté, est-ce que tu as connu des pivots toi aussi dans l'aventure Dreamcatcher? Écoute, non, pas forcément. Nous, on avait bien identifié notre cœur de cible lorsqu'on s'est lancé, hein, c'est-à-dire le BizDev B2B, Inno et Digital. Ça a été très complet ce qu'a dit Alexandre et Delphine. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est effectivement qu'il y a deux stratégies pour trouver sa niche. Soit effectivement on le fait parce que lorsqu'on lance sa boîte, on va avoir un réseau, une sensibilité sur un secteur d'activité. Je viens de l'automobile, bon bah voilà, j'ai déjà mon contact, mon réseau, donc je vais un peu me spécialiser sur cette verticale. Ou deuxième stratégie qui est un peu plus structurante, on va dire, c'est de commencer par un market fit. Un market fit, c'est quoi? C'est de repérer les différents segments de marché, les différentes verticales, mettre en place une matrice avec des choses simples, hein, taille d'entreprise, secteur d'activité, interlocuteur, cycle de vente, panier moyen, faire des sprints d'1 à 2 mois sur chacune de ces verticales et d'analyser après derrière les KPI et de se focaliser sur les KPI qui sont le plus important. Et après, bien évidemment, il faut corréler ça avec la finance, soit son DAF, soit le CEO, parce qu'on va avoir des secteurs sur lesquels on va avoir des cycles de vente plus longs et selon l'actualité de l'entreprise, est-ce qu'on doit lever des fonds, est-ce qu'on a des étapes de ramp-up, on va choisir soit du quick win sur du SMB ou soit on va plutôt aller sur du grand compte sur lequel on va faire des paniers moyens plus importants, des marges plus importantes, mais sur lequel les cycles de vente vont être plus longs. Donc je pense que trouver sa niche, c'est pas seulement la trouver, c'est aussi la choisir, c'est une démarche qui est proactive parce que ça va impacter derrière toute l'organisation de l'entreprise. On aura l'occasion d'en revenir dessus. Alors, on a trouvé sa niche, donc globalement, on sait ce qu'on veut vendre, à qui. Maintenant, on fait quoi, Delphine? On se lance tout azimut, on appelle n'importe qui, n'importe quand, ou on essaye un peu de se structurer? On essaie de le structurer, hein, tant qu'à faire. Alors, dis-nous un petit peu comment on peut s'organiser pour structurer son pipe et son tunnel de vente. Alors ça, c'est hyper important. Hein. C'est pour s'assurer des revenus avec un bon prévisionnel, donc Predictable Revenue. Hein, c'est un autre livre qu'a écrit Aaron Ross qui fait partie des bibles de la vente B2B. En fait, il faut s'assurer pour ça de générer des leads. Voilà, donc des leads, c'est-à-dire des personnes effectivement qui semblent être intéressés. On a eu un point de contact, ils semblent être intéressés pour en savoir plus, ou en tout cas, ils s'intéressent à notre sujet. Et donc, la grande question, c'est comment systématiser cette génération de leads. Donc, pour faire ça, il faut déjà comprendre qu'il y a 3 grands types de leads qui existent, donc auxquels il a donné des petits noms que vous pouvez voir ici. Donc, on va avoir les leads qui viennent du marketing, donc avec des programmes d'inbound, qui sont hyper importants, bien sûr. Hein. D'ailleurs, l'idée pour une entreprise scalable et pérenne, c'est d'essayer de faire venir des leads de ces 3 canaux différents. Donc, marketing important. Ça génère du quantitatif, puisque finalement, on va partager du contenu qui intéresse ces personnes, mais il faut faire attention à ce que ça soit qualitatif. Donc, pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un système de scoring où plus la personne s'intéresse finalement à ce qu'on partage, plus il y a des points de contact, elle télécharge un livre blanc, etc., plus elle gagne des points qu'on enregistre dans un outil de suivi. Et au bout d'un moment, si par exemple elle dépasse 10 points, c'est là qu'on va l'appeler parce que elle est la plus, on sait qu'elle est intéressée vraiment en fait et qu'on ne va pas perdre son temps. Donc des systèmes de priorisation. Ensuite, les seeds, donc c'est tout ce qui est bouche à oreille, SEO, donc référencement internet, réseaux sociaux. Donc ça c'est hyper puissant puisque c'est des taux de transformation qui sont bien plus élevés. Mais ce que Aaron Ross explique, c'est que c'est pas forcément hyper scalable parce que c'est difficile en fait à en avoir beaucoup.
Moi, ce que je pense et ce qu'on pense chez Bancas, c'est que justement, c'est un levier qui est sous-utilisé par les commerciaux et qu'on peut en fait activer des leviers pour avoir plus de leads qui viennent de ça et donc avoir des bien meilleurs taux de transformation. Donc voilà, donc c'est très complémentaire, hein, mais à ne pas oublier puisque c'est une vraie valeur ajoutée qu'apporte le commercial. Et enfin, l'outbound, donc là, c'est la chasse par les commerciaux. Donc on va faire un focus là-dessus justement dans la slide d'après. Donc, hop, je vais la passer. Donc, c'est l'exemple d'un funnel. Il donne aussi un exemple de funnel pour les leads qui viennent du marketing. Là, on va se concentrer sur les leads qui viennent des commerciaux. Pour s'assurer des revenus, il faut mettre en place des dashboards. Donc, ça, c'est hyper important. Si on n'a pas de dashboard opérationnel, en fait, on travaille sans savoir vraiment où est le business. Donc, l'important, c'est de décomposer. Alors, on l'a vu, hein, on a des bien meilleurs taux de transformation quand on a bien préparé. Donc, c'est toute la partie en orange. Et ensuite, il faut être vigilant sur déterminer en fait des objectifs intermédiaires. Donc, c'est-à-dire combien de calls on passe, combien de mails on envoie. Et ensuite, on va avoir un taux de réponse. Ça va générer des découvertes, des entretiens de découverte et ensuite des opportunités qui finiront par closer. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est du reverse engineering où en fait, à partir de l'objectif de chiffre d'affaires ou de marge qu'on a, en fait, on va déterminer en fonction de son taux de transformation. Alors souvent, c'est entre 15 et 25%, hein, ça dépend des secteurs et de l'efficacité de l'équipe. Et donc, on peut déterminer les indicateurs intermédiaires. Voilà, donc ça, c'est hyper important de faire ça. La vente, c'est aussi mathématique, hein, c'est de l'humain, de la technique et des mathématiques. Donc ça, c'est le rôle de la direction de suivre et d'avoir ce type de dashboard. Alors, à partir de là, reste à embarquer les équipes, hein, puisqu'il faut que ça redescende et que chacun s'approprie. Donc, pour s'assurer des revenus, il faut mettre en place un tunnel de vente avec des étapes. Pardon, on a passé les deux en même temps. Donc, là, on vous donne un exemple finalement d'étapes de vente de funnel. Donc, issu de la méthode Bancas, c'est aussi inspiré de la méthode Customer Centric Selling. Donc, c'est hyper important finalement de structurer ces étapes. Là, c'est en pipe adapté pour la vente B2B en cycle moyen et long. Hein, ça peut varier en fonction de ce que vous faites. On donne de la structure, c'est-à-dire des étapes avec des pourcentages de closing à chacune de ces étapes. Et les commerciaux placent l'affaire dans cette case si et seulement si ils ont validé des checkpoints. Donc là, l'idée, c'est d'être clairvoyant. C'est pas parce qu'on s'est bien entendu avec la personne que tout de suite, on a 60% de chances de closer. Non, on vérifie des critères objectifs. Et c'est ça qui permet finalement d'amener plus de résultats. Alors, vous voyez dans la case du bas, pour en arriver là, j'utilise la méthode. Donc, parce que l'enjeu, c'est aussi que les commerciaux maîtrisent les méthodes. Et souvent, dans les pipes, on voit que les affaires sont bloquées, pas forcément au même endroit d'un commercial à un autre. Et donc, il faut soit en interne, soit en faisant appel à des experts, un organisme de formation externe ou de conseil, pour savoir où est-ce qu'il y a besoin de faire monter en compétence les équipes. Voilà, c'est aussi donnant-donnant aujourd'hui. On attend des résultats de l'équipe, mais on a aussi il faut leur donner les moyens de réussir. Donc, pour la phase de découverte, par exemple, c'est important de maîtriser ça avec des vraies techniques. Vous pouvez aussi vous entraîner avec des outils comme Vive qui sont top pour effectivement s'entraîner à cette partie. Mais la vente ne se fait plus par hasard et voilà, c'est comme ça qu'on a des bons résultats et qu'on assure des revenus qui soient qu'on puisse prévoir en fait, avec de la fiabilité. Alors, Alexandre, tu as eu une passe presque décisive. J'allais te poser la question. On voit qu'il y a besoin quand même de structurer. Comment on fait pour que toute une équipe en fait adopte un tunnel de cette nature-là et interprète de la même manière chacune des étapes pour pouvoir faire un pilotage comme Delphine nous l'a présenté? Ouais, en fait, ce qui est complexe dans une équipe de vente, hein, c'est les écarts de niveau. C'est comme dans une équipe de sport. Hein. Et c'est l'écart entre souvent les top performers, ceux qui vont vendre beaucoup parce que expérimentés et talentueux, et ceux qui sont moins bons. Donc, c'est souvent des juniors qui ont peu d'expérience. Et c'est l'idée des conseils de ce bouquin, c'est comment je réduis cet écart et je vais rendre mes équipes homogènes. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire de l'entraînement, comme a dit Delphine, du coaching, par exemple en enregistrant les top performers pour que les plus jeunes s'en inspirent,
ou en demandant aux managers d'analyser ce que disent les juniors dans leur rendez-vous pour essayer de les guider sur ce que doivent dire les juniors. Et souvent, il y a des problèmes de vocabulaire. C'est-à-dire, quand on fait de l'analyse vidéo, on se rend compte qu'il y a des mots barrières. Il y a à un moment donné, le prospect tend une perche et le commercial ne la saisit pas. Et c'est comme ça que petit à petit, on va réussir à rendre performant toute une équipe commerciale. Voilà, donc coaching, formation, entraînement, on en reparlera sans doute dans la présentation. Pierre-Michel, est-ce que, par exemple, tu pourrais prendre et copier-coller ce tunnel de vente Bancast chez toi, ou est-ce qu'on est plutôt sur du sur-mesure? Alors, bon, c'est vraiment là le process de vente très typé qui prend les principales grandes étapes. Après, on y reviendra sur le sujet de spécialisation des équipes. Je pense qu'il faut aller aujourd'hui beaucoup plus loin parce que ton CRM, tu prends n'importe quel CRM, un HubSpot, un Salesforce, un Pipedrive, il est déjà préconfiguré avec ces différentes étapes. Et pour rebondir sur ce que disaient Alexandre et Delphine, le fait de bien segmenter ces étapes de son CRM, de son cycle de vente par rapport à son offre de produits et services est essentiel parce que va y avoir des KPI qui vont être différentes. On est sur des cycles de vente longs et complexes. L'étape de la proposition commerciale doit être effectivement redécoupée en 4, 5, 6 rendez-vous parce qu'il va y avoir des objections, la réponse aux objections et une stratégie pour ça. On en reparlera sur la spécialisation des équipes. Mais aujourd'hui, par exemple, tu as des SDR qui vont faire que de la prospection téléphonique pour faire de la prise de rendez-vous qualifiée pour le compte de BizDev, d'un compte exécutif, peu importe les noms qu'on va utiliser. Et ben, ces SDR, ils peuvent pas avoir seulement une colonne avec actif et goal. Ils vont devoir avoir en première colonne identification du prospect. Alors effectivement, un scoring amené par le marketing extrêmement important parce que le nerf de la guerre pour toutes les équipes commerciales, c'est le temps. Tout s'achète. On achète effectivement de l'argent, c'est de la dette bancaire, de la levée de fonds. On achète des compétences, c'est du salariat, c'est de la prestation de service. La seule chose qu'on n'achète pas, c'est le temps qu'on a perdu à faire quelque chose qu'on voulait pas faire. Et donc pour revenir par exemple sur le pipe de SDR, on va avoir identification du prospect, cartographie du compte, identification après derrière des différents ambassadeurs dans le compte, identification de l'interlocuteur, première prise de contact, deuxième prise de contact, mise en place d'un scénario d'email. Donc aujourd'hui, il y a une telle spécialisation des équipes et un tel savoir-faire qui a été mis en place que pour moi, il faut vraiment aller beaucoup plus loin que ça et vraiment copier-coller le process de vente qu'on a sur son CRM. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Benoît. Je pense que c'est assez clair. Effectivement, là, l'exemple de PEP qui est donné, c'est vraiment parce qu'on a détecté une opportunité. Donc, ça peut être un autre pipe pour l'étape d'avant. Et d'ailleurs, c'est intéressant de spécialiser les équipes, en effet. Je pense qu'on va revenir sur le sujet. Donc, on a une niche. On connaît la recette de la pizza. On sait comment on voudrait la vendre. Il y a un troisième élément qui ressort énormément et que vous avez vachement mis en avant lors de la préparation du webinaire, c'est la notion d'ambition et d'objectif. Je crois que c'est Alexandre Pierre-Michel, vous vouliez vraiment insister là-dessus, cette notion de nécessité d'être très ambitieux si on veut avoir cette mise en place. Alors, oui, effectivement, je pense que quand on s'intéresse au sujet du predictable revenue et quand on commence effectivement à écouter des podcasts, des webinars sur ce sujet, c'est qu'on est dans des phases de transition de sa société. Soit on est en sortie de levée de fonds, soit on recherche à retrouver la rentabilité, soit on prépare à la revente de sa boîte ou on est en sortie de crise, par exemple, ce qui est en train aujourd'hui d'arriver. Donc se posent des questions d'enjeux et de développement de la société et à ce moment-là, on se pose la question des objectifs qu'on va devoir poser. Effectivement, ce qu'on recommande, c'est à ces étapes-là de la vie de l'entreprise, c'est d'avoir des objectifs à la fois ambitieux pour son entreprise, mais aussi pour ses collaborateurs. Et quand je dis objectif ambitieux, ce qui est extrêmement important lorsqu'on est vraiment dans cette démarche effectivement de retrouver une très forte croissance, c'est pas de demander à ses équipes d'avoir une augmentation de chiffre d'affaires de l'ordre de 5, 10, 15, 20%. Ça va être assez stérile ça comme objectif, tout simplement parce que la réaction des collaborateurs, ça va être de se dire bon, voilà, si l'année prochaine on doit faire 15% de chiffre d'affaires supplémentaire, et on va travailler un peu plus, on va rester un peu plus longtemps au bureau, on va réduire la pause déj, on va essayer d'être un peu plus productif. Mais à part user les équipes et générer un turnover qui n'est pas nécessaire, il n'y aura pas un gros impact. Par contre, dire à ces équipes, l'année prochaine, on a comme objectif de doubler le chiffre d'affaires, de doubler le nombre de clients sans augmenter
le nombre de collaborateurs en interne, là, tout de suite, l'enjeu devient différent. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'à partir du moment où on donne effectivement ces objectifs, et j'insiste sur le même nombre de collaborateurs, l'idée, c'est pas de recruter, qu'il y ait un parallèle entre le nombre de personnes de recruter et le chiffre d'affaires qu'on va faire. Il va falloir effectivement impliquer tous les pôles métiers de l'entreprise et repenser toute la structuration et la coordination des équipes. C'est comment faire, par exemple, si on réussit à doubler le nombre de clients, et ben, il faut aussi que le pôle compta et finance de la boîte se restructure, il faut que le pôle marketing se restructure, le pôle comptable, parce qu'ils vont devoir générer plus de factures, gérer plus de recouvrements, la logistique, de voir si c'est des produits qui vendent, générer plus de flux, effectivement, de transport. Donc, on voit que quand on pose des objectifs ambitieux pour soi et pour les autres et pour sa société, on va être dans une démarche quasiment d'intrapreneuriat. C'est-à-dire que finalement, nos collaborateurs, nos chefs de pôle, nos chefs d'équipe vont devenir des vrais intrapreneurs comme des associés. Et là, c'est pour ça que c'est une vraie transformation à ce moment-là de l'entreprise. Le rôle du dirigeant, du fondateur va être extrêmement important. Parce qu'au bout de certaines années, le fondateur va être tourné ou le dirigeant va être tourné vers l'extérieur de l'entreprise et quand il va poser des objectifs ambitieux, il va falloir qu'il redonne du sens à ces objectifs. Parce que c'est bien de dire, bon ben voilà, on va doubler aujourd'hui le chiffre, on a comme objectif de doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise. Oui, mais pourquoi, dans quel but? Et là, le rôle du dirigeant, je rebondis sur ce que disait Alexandre quand il parlait du pain, c'est de repitcher sa société à ses collaborateurs, leur faire comprendre pourquoi il a créé sa boîte. Vous savez, quand on entraîne des entrepreneurs à faire des pitches de levée de fonds, ils pitchent leur vision. Leur vision, c'est quoi? C'est à quel problème la société veut répondre sur le marché. Et plus le point de douleur est importante, plus l'opportunité de marché derrière est grande. Or, à ce moment-là de la vie de votre entreprise, vous commencez à avoir des collaborateurs qui vous rejoignent parce que vous avez des conditions de travail sympas, parce que votre dire market, il a des personnes à manager, les sales, ils savent que c'est un produit qui se vend bien, mais par contre, ils ont plus conscience effectivement de pourquoi la société s'est créée, s'est lancée. Par exemple, je vends un logiciel SaaS d'optimisation de transport qui permet de réduire les impacts carbone des flux de transport. C'est ce qui m'a permis cette vision-là, cette réponse à un problème qu'on apporte aux entreprises, de réunir mes premiers collaborateurs. Au fur et à mesure des années, ça se perd. Et pour emmener tout le monde dans cette démarche d'entrepreneuriat, il est vraiment, c'est pour ça que j'insiste dessus, important que le chef d'entreprise permette à tous que cette réponse au problème soit réintériorisée par tous ses collaborateurs. Sinon, ça ne fonctionnera pas et ça permet effectivement de réaligner les objectifs ambitieux avec un sens qui est aussi ambitieux pour soi, la société et ses collaborateurs. Ça nous amène, une fois qu'on a fait ce premier travail, à aussi gérer après derrière cette démarche en mode PNL. Donc, il faut responsabiliser les équipes. On est dans une démarche intrapreneuriale. Donc, il faut que chaque pôle, ça peut être la finance, le marketing ou par vertical métier, puisse avoir son propre PNL qui soit accessible par les autres pôles et qui permette de mesurer la montée en puissance de l'atteinte des objectifs de chacune des équipes. Puisque vous l'avez bien compris, cette démarche d'objectifs ambitieux nécessite effectivement un travail collaboratif de toute la boîte. Et après 5-10 ans d'existence d'une boîte, ça permet aussi de recréer du lien, de recréer de la cohésion. Et le dernier point pour réussir ce travail sur ces objectifs qui sont ambitieux, c'est effectivement la culture de l'échec. Alors, pas la culture de l'échec en mode, alors je vois, excuse-moi, Gaia PNL, c'est-à-dire juste comme un tableau Excel de pilotage, avec effectivement des KPI, des mesures clés qui sont choisies. Et donc, cette culture de l'échec, c'est de pouvoir dire à ses collaborateurs, écoutez, vous pouvez tester tout ce qui vous passe par la tête. Si ça fonctionne, tant mieux. On le diffuse à tout le reste des collaborateurs avec un nouveau savoir-faire. Si ça fonctionne pas, tant pis, on se rapproche du but. On décoche une option qui était dans le pipe et on se rapproche du but. Par contre, là où je dis qu'il faut pas être dans une culture de l'échec bienveillance un peu mielleuse et transparente qu'on peut avoir maintenant dans certains articles, c'est que tous nos collaborateurs peuvent se tromper une fois, c'est une erreur, il n'y a aucun problème. Mais par contre, faire 2 fois la même erreur, c'est une faute. Et à ce moment-là, il faut sanctionner. Donc, la culture de l'échec doit être aussi derrière une culture qui soit une culture de performance. Et la réussite, c'est pas se tromper 2 fois d'affilée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. C'est dense. Alors, une question un peu pour se marrer. Delphine, Alexandre, Pierre-Michel, qui s'est donné un objectif de faire x2 ou x3 sur son CA en 2021? Ah bah oui, clairement, nous on s'est donné l'objectif
de faire plus du coup. Hein, mais bon. Après, comme la société est jeune, c'est plus facile. Mais du coup, nous, c'est plutôt même x10 là qu'on vit cette année. Impressionnant. Ouais, moi, je suis sur le secteur du logiciel SaaS et c'est vrai que le standard en fait des entreprises de ce secteur, notamment les premières années, c'est minimum de tripler en fait chaque année ces chiffres, notamment quand on a des velléités d'aller à l'international, de lever des fonds, etc. Donc l'année dernière, par exemple, on a doublé le chiffre et j'étais là, on n'a pas triplé notre chiffre. Donc c'est sûr que c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux. Moi, j'utilise aussi la méthode qui est assez connue, SMART, pour mesurer, timer, avoir des objectifs aussi réalistes, comme disait Pierre-Michel, pour aussi ne pas démotiver les équipes. Je vous mettrai dans le chat justement un lien pour aller voir cette méthode pour définir ces objectifs. Ce qui marche hyper bien, je trouve, c'est de se donner des objectifs à la semaine. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est vraiment mathématique. Et du coup, en fonction de l'objectif de chiffre d'affaires qu'on veut faire, c'est important pour que les collaborateurs se l'approprient. D'ailleurs, dans le livre, il parle de mini CEO, hein, donc de faire de ses collaborateurs des mini CEO. C'est par exemple de donner des objectifs de détection d'opportunités qualifiées par semaine, ou alors de premier rendez-vous avec un compte par semaine. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont faciles à suivre. Il y en a un autre aussi qui est super en cycle moyen et long, c'est à partir du moment où j'ai détecté une opportunité, donc pour que ça avance dans le cycle de vente, combien d'interlocuteurs je connais dans le compte. Voilà, et je les rattache dans le CRM à cette opportunité. Et en fait, en vrai, en cycle moyen et long, si on ne connaît pas plusieurs interlocuteurs pour une opportunité, alors à un moment, ça bloque. Hein. On voit que finalement, ça n'avance pas, en fait. Et c'est pas une opportunité qui convertit, sauf exception. Donc, c'est des indicateurs qui sont intéressants à regarder, qui sont faciles à faire en auto-évaluation ou en revue de pipe avec son manager. Merci. Moi, j'avais une question supplémentaire. J'aime bien le concept des petits CEO un peu partout qui se baladent, des gens autonomes et responsables. C'est chouette en objectif, mais est-ce que vous avez quelques tips pour comment on fait concrètement pour mobiliser toute une équipe à devenir aussi autonome, aussi indépendant et aussi aligné avec l'objectif de la boîte? Alexandre, peut-être une idée ou un tips? Alors moi, je fais quelque chose. Je sais que toutes les entreprises n'aiment pas faire ça, mais je définis en fait l'objectif avec le commercial, c'est-à-dire je demande d'abord au commercial c'est quoi l'objectif que tu veux atteindre, et après on discute. Donc j'essaie plutôt que ça vienne du commercial plutôt que du manager. Et après aussi en termes d'outils. Moi, j'aime bien aussi responsabiliser les équipes en leur donnant une sorte de guide, de playbook, avec un peu les méthodes que je préconise, etc., et que l'entreprise propose, où il y a tous les outils, il y a vraiment tout, j'ai tout documenté pour que tout soit cadré. Et bien sûr, je suis là en support, mais j'aime bien que la personne soit indépendante, autonome dans son activité, et lui laisser beaucoup de confiance. Alors bien sûr, il y a aussi des risques de laisser trop de confiance, hein, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille et que je collabore avec mes collaborateurs. Ok. Je pense que le premier point, c'est que le plan soit connu de tous. Hein, c'est bête à dire, mais déjà de transmettre la vision et les objectifs pour que chacun puisse se les approprier et s'en embarquer. Et après, en technique de management, mais aussi en technique de formation, ce dont on croit beaucoup, c'est le partage de bonnes pratiques. Parce que il faut aussi qu'ils soient acteurs, il faut que ça vienne d'eux, hein, pour que tout changement dans l'histoire de l'humanité, il faut que ça vienne de la personne. Et du coup, le fait aussi de les valoriser et d'identifier en interne les gens qui ont été moteurs, donc soit qui réussissent bien sur certains sujets, soit qui ont amené de la nouveauté, qui ont détecté quelque chose, et ben c'est intéressant en fait d'en servir pour tirer le groupe vers le haut. Ok, merci. Alors, on a la niche, on a le tunnel, on a les objectifs de faire fois vachement beaucoup, au moins x3, si on a bien entendu Alexandre, sinon on n'est pas dans le game. Donc, x3 sur son chiffre. Concrètement, Pierre-Michel, comment on fait pour scaler ses ventes? Parce que c'est chouette de se dire, il faut doubler le chiffre, mais comment on fait? Je crois qu'Alexandre, tu voulais intervenir rapidement sur le sujet du panier moyen. Je reprends la parole après.
Oui, alors il y a une notion dans ce livre aussi, quand vous avez commencé à faire un peu tout ce qu'on vous a présenté pendant cette première demi-heure, c'est aussi à un moment donné d'agir sur le panier moyen, c'est-à-dire, alors dans le bouquin, ils disent doubler votre panier moyen. Ça veut dire quoi, doubler son panier moyen? En fait, il y a deux méthodes. Soit on va avoir des clients qui sont capables de prendre plus de solutions chez vous, plus de services, plus de produits. Donc, il faut changer son persona, ce dont on parlait au début, ou soit carrément doubler ses prix. Alors ça, c'est plutôt une méthode radicale qui est plus facile quand on est là aussi au début de l'aventure, en construction de son entreprise. Et c'est notamment un des mantras d'un accélérateur comme The Family. Hein. Très vite, quand ils vous accélèrent, ils vous disent la première pratique que tu vas faire, c'est tu vas doubler tes prix. Et souvent, on a une réaction naturelle qui est de dire non, mais mes clients vont fuir, vont pas accepter ça, etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est l'effet inverse. C'est qu'on va plutôt avoir une image qui va s'améliorer parce que nos prix vont être plus premium. Après, ouais, vas-y Delphine. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de doubler ses prix tout en doublant sa valeur. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est quand on fait bien les exercices de découverte, quand on travaille bien avec le marketing aussi pour vraiment comprendre ce qu'on apporte le plus aux clients, alors on peut mieux comprendre la valeur qu'on apporte et on peut faire évoluer son offre pour que ça soit encore plus vrai, combler des trous dans la raquette qui font qu'après on est légitime, parce qu'il y a plus de travail aussi de notre côté, pour fournir une prestation plus complète et donc plus chère. Alors, je suis pas toujours d'accord moi avec les recommandations de Family, notamment celle de doubler ses prix, parce que je suis d'accord avec Delphine. Si tu veux doubler tes prix, il faut pouvoir doubler la valeur pour pouvoir le justifier. Par contre, bon, je reprends un chiffre simple, hein, ça coûte 3 fois plus cher de trouver un nouveau client que de le fidéliser. Donc, pour moi, je préfère fidéliser mon client et pas doubler mon prix plutôt que d'aller partir à la conquête d'un nouveau client qui va me coûter 3 fois plus cher. Néanmoins, ça veut pas dire que je vais pas doubler mon panier moyen avec mon client. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire de l'upselling et du cross-selling avec ce client, c'est-à-dire si je suis sur du SaaS, comment je peux le faire passer de l'option A à l'option B qui lui coûte le double du prix, lui ajouter des nouvelles features, lui faire de la formation, du conseil. Enfin, il y a toujours quelque chose effectivement à faire en plus avec son client. Et ça, on peut le faire grâce à la connaissance client. Et souvent, la connaissance client dans les phases de ramp-up de société, je pense qu'on a peu de grands comptes aujourd'hui parmi nous et plutôt sur des boîtes en forte croissance. On a tendance à s'interroger sur pourquoi les clients ne contractualisent pas avec nous. Et ça, c'est une erreur dans la démarche. Il faut surtout s'interroger lorsqu'on est sur des phases de ramp-up, de forte croissance, sur les éléments déclencheurs d'achat, sur des sociétés avec lesquelles on a contractualisé. Il y a entre 12 et 18 mois. Si on interroge ses clients au moment de la contractualisation ou quelques mois après, les réponses vont être biaisées parce qu'on est encore dans la relation d'affaires. Si on interroge ses clients un an après avoir contractualisé avec eux, même si on poursuit notre collaboration, là, on va avoir des réponses qui vont être sincères. Donc, notre client peut nous dire, bah voilà, je travaille aujourd'hui avec vous parce qu'avant, je travaillais avec le leader du secteur, mais j'étais un petit compte pour le leader du secteur, j'étais pas assez considéré. Vous êtes une start-up, une scale-up, je suis un client important pour vous, je me sens plus considéré. Donc ça, il s'autorisera à le dire un an et demi plus tard après avoir contractualisé avec vous. Et ces informations-là sont extrêmement importantes puisque ça va vous permettre de retravailler les éléments de votre chaîne de valeur, à la fois pour le compte du commercial. Il va segmenter effectivement cette typologie d'entreprises qui peuvent avoir ces points de douleur de ne pas se sentir suffisamment considérés. Et le marketing, dans sa stratégie de marketing, va pouvoir aussi générer des interactions sur cette typologie de clients. Une fois que vous avez effectivement repéré cette typologie de client, vous mettez en place une grille de lecture. Après, il y a plein d'outils de grille de lecture. Tu as du Soncast, du Band, du Medic, du Customer centrique. Vous les lisez, vous les comprenez. Après, vous créez votre propre grille de lecture avec les éléments qui correspondent à votre activité. Pour juste récapituler ce point, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est lorsqu'on est sur un marché sur lequel on n'est pas encore mature sur son marché, on va
s'interroger pour scaler ses ventes. On va essayer de trouver des clients lookalike qui correspondent à notre type de clientèle avec lesquels on travaille. Par contre, lorsqu'on est sur un marché sur lequel on est déjà mature, la démarche va être différente. On va aller interroger les clients qui ont refusé de travailler avec nous pour comprendre les motifs de refus d'achat. Et après, derrière, on va s'interroger, est-ce que ça vaut le coup d'investir pour améliorer la proposition de valeur sur ceux qui refusent de travailler avec nous, ou est-ce que c'est mieux de faire de la croissance externe, aller racheter une société qui répond à cette proposition de valeur, ou de partir à l'international. Donc, c'est pas une finalité en soi de vouloir travailler forcément avec des clients qui ne veulent pas bosser avec nous. Je ne sais pas si c'était trop dense. Je vais essayer d'alléger peut-être mes propos. C'était hyper intéressant. En tout cas, je crois que vous êtes d'accord sur la nécessité de travailler son portefeuille client. Après, effectivement, en fonction de la maturité du produit, en fonction aussi, il y a quand même un truc à avoir en tête, c'est la concurrence et le niveau de prix aussi psychologique des prestations. Aujourd'hui, par exemple, Pierre-Michel, si tu proposes à des gens de recruter des sales, mais en doublant le tarif moyen du marché, ça sera peut-être un peu compliqué. Donc, effectivement, travailler son portefeuille, augmenter ses prix, mais surtout augmenter sa valeur. Il y avait un point qui était hyper intéressant dans la préparation et que tu n'as pas encore abordé, ou tu vois, que tu as abordé de manière… Ouais, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres points, effectivement, sur le sujet. Mais effectivement, juste pour finaliser ça, la notion de timing est extrêmement importante. C'est-à-dire que on ne double pas ses prix à n'importe quel moment. Nous, quand on intervient dans les boîtes, on leur refait leur design de la force commerciale. Peu importe la taille de l'entreprise, le design de la force commerciale qu'on va leur mettre en place va être corrélé par rapport aux enjeux, aux ambitions et au timing qu'ils ont sur le marché. On en reparlera un peu sur la spécialisation des équipes. Donc, parfois, il ne faut pas trop se prendre la tête sur ses clients. Je me souviens de ma prof de marketing à l'école de commerce où elle travaillait en grande distribution. Elle me dit, tu sais, au bout d'un moment, quand on ne sait pas où placer sur un linéaire un produit, on en laisse 3 ou 4 au hasard dans le supermarché et on regarde où est-ce que les acheteurs du supermarché, où est-ce que les clients du supermarché vont le reposer en rayon. Donc, si on ne sait pas positionner son offre de produit ou service, c'est pas grave, ça sert à rien effectivement de se mettre en panique. Vos clients le feront pour vous. Il suffit d'être vraiment à l'écoute. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, et ben après derrière, il faut formaliser la démarche de vente acquise grâce aux premières signatures et à l'écoute des éléments déclencheurs d'achat sur les entreprises qu'on a signées 12 à 18 mois et retravailler ce que vous a présenté Delphine sur ces différentes étapes de pipe de vente. Et là, il y a un sujet qui est un gros point de douleur aujourd'hui dans les sociétés, c'est le sujet de l'onboarding. Parce que vous allez après derrière, lorsque vous allez quand même scaler votre activité, recruter des nouveaux collaborateurs, des nouveaux commerciaux. Et on voit dans le recrutement que à peu près un commercial sur 2 qui ne finit pas sa période d'essai, c'est à cause de l'onboarding. Lorsque vous recrutez un sales, vous le voyez en entretien, vous vérifiez un peu ses compétences, son parcours, sa connaissance du secteur d'activité, ses interlocuteurs. Il arrive avec énormément d'ambition, énormément de dynamisme, qui sont les facteurs clés de succès quand même d'un sales sur sa partie soft skills. Donc normalement, il a 80-90% de chances que ça il aille jusqu'au bout de sa période d'essai, et pourtant c'est pas le cas. Mais c'est souvent parce que l'onboarding il est mal fait. On part du principe où on onboard un sales en 1 ou 2 semaines, où on lui explique l'offre de produits et services, on travaille avec lui sa découverte des besoins, ses réponses aux objections. Après on lui met tous les outils à disposition de scoring, d'emailing, de chasse, etc. Et on le laisse dans la nature. On lui dit écoute, débrouille-toi, on fait des points juste pour voir si tu fais tes résultats. Le process d'onboarding, pour moi, il s'arrête à partir du moment où le sales arrive plusieurs mois d'affilée à faire ses objectifs. Parce qu'on le sait tous, signer un contrat, c'est pas compliqué. Par contre, ce qui est très technique, c'est le renouvellement du contrat. Et c'est de la même chose. Faire comme nous on l'a fait ces 5 dernières années, doubler de chiffre d'affaires chaque année, c'est pas compliqué. Quand on part de zéro, faire du x2, x3, x4, x5, x10, ok, ça maintenant c'est la question, c'est comment on va sécuriser son marché par sa connaissance client et comment on va réussir à scaler sur une base solide et sans devoir gérer des taux de churn qui pètent le moral effectivement des collaborateurs. Et souvent c'est sous-exploité justement la partie upselling, cross-selling des clients existants. C'est fou parce que, et ça rejoint ce que tu disais Alexandre au début,
Et que dit Zappos? Parce qu'en fait, souvent, les chargés clients, à partir du moment où il y a eu des petits soucis avec le client, mais ça peut arriver, c'est normal. Après, ils ont peur en fait de revenir les voir pour leur vendre autre chose, voilà, et puis ils les appellent juste avant de renouveler. Et ça, c'est dommage. En fait, il faut voir les problèmes comme une opportunité. Et Zappos, c'est ce qu'il dit. Il dit quand quelqu'un appelle votre service client, c'est génial parce qu'en fait, c'est l'occasion de montrer qu'effectivement, vous êtes digne de confiance et que vous allez l'aider à résoudre son problème. Donc, effectivement, je te rejoins, c'est sous-exploité. Et l'idée, c'est de finalement le concept de business partner. Donc, c'est je suis proche de mon client avant la vente et après la vente, je continue en fait avec cette proximité que j'ai développée. Donc, c'est le marketing qui doit appeler pour savoir finalement ce qui a été le plus apporté, en quoi le client est content, etc. Mais c'est aussi le commercial qui doit se poser cette question et faire tourner l'information en interne. Voilà, pour capitaliser sur effectivement ces clients existants et en trouver de nouveaux. Alors, parce qu'il est juste, le débat est passionnant, mais le temps file. Peut-être un mot sur peut-être la spécialisation des équipes. On a une question. On va dire qu'il y a la spécialisation simple, la personne qui fait la prospection, la personne qui fait le closing et ensuite la personne qui fait le suivi client. Ça, c'est, on va dire, un peu du connu, mais il y a des trucs encore plus rigolos, plus bizarres qui arrivent en ce moment, Pierre-Michel. Alors oui, en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte, on est passé d'une organisation jusqu'aux années 2010 en France, des équipes commerciales qui étaient assez militaires, très pyramidales, de haut vers le bas. Aujourd'hui, on voit que les équipes sales sont complètement éclatées, avec de la porosité, avec à la fois la finance et à la fois le marketing. C'est pour ça qu'on a des nouveaux postes qui sont apparus. Si je pars du lot, entre guillemets, on va dire qu'il y a un nouveau poste qu'aujourd'hui on appelle CRO, Chief Revenue Officer, qui va à la fois piloter la coordination du sales, du marketing et aussi de la finance, puisqu'ils ont un même objectif commun, c'est de générer du chiffre d'affaires, et c'est de trouver les bons leviers où on se dit, voilà, si on rajoute X milliers d'euros sur tel levier, quel ROI derrière ça nous rapporte. C'est l'ancien poste directeur marketing et commercial qui a été oublié ces dernières années, et on se rend compte que les équipes ne se parlent plus, notamment dans les stratégies d'inbound marketing et outbound marketing. On pourra en parler longtemps, mais je vais m'arrêter là. Deux postes qui sont extrêmement intéressants, qui sont arrivés aussi. Les sales ops qu'on voit depuis quelques années, qui sont les techniciens, les logisticiens de la vente. À partir du moment où on commence à avoir une dizaine de sales dans son équipe, ça vaut le coup d'avoir un sales op. Lui, il va effectivement travailler au quotidien les process, il va vérifier la bonne utilisation du CRM, adapter le CRM par rapport au process de vente. Il va vérifier avec des outils comme Nomination qu'il y ait les bons contacts au bon moment, au bon endroit sur le CRM et que les leads soient bien utilisés. Il va vérifier les taux de casse. Ok, c'est cool d'avoir un commercial qui surperforme, mais s'il est obligé de cramer les 200 leads apportés par Nomination pour closer un deal, c'est quand même pas terrible. Donc ça, Delphine, vous en parlez sur l'importance effectivement d'avoir des stats sur toutes les étapes du cycle de vente. Et on a un dernier poste qui est arrivé, qui existe déjà depuis quelques années aux US, le Sales Enabler. On a fait un podcast avec Salesforce et Job Teaser sur le sujet, avec leur Sales Enabler. Il faut quand même une certaine taille d'équipe, sinon c'est un poste qui peut être fondu avec Sales Ops, Sales Enabler. Le Sales Enabler va avoir comme objectif de libérer le potentiel des équipes commerciales par la formation, par le suivi, par le coaching, par une ambiance de travail. Et après, donc ça, c'est pour un peu les nouveaux postes qui sont apparus. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que on s'est aperçu que c'était beaucoup plus intéressant dans la boîte d'avoir des postes spécialisés sur chacune des étapes du cycle de vente. C'est-à-dire des SDR qui vont faire de la prise de rendez-vous qualifié. D'ailleurs, maintenant, ces SDR traitent quasiment plus que du lead entrant quand les BDR vont s'occuper effectivement des leads sortants. C'est une vraie expertise. La prise de rendez-vous, c'est une vente en soi. On vend le fait de prendre un rendez-vous. Donc après, vous connaissez BizDev, Account Manager, qui est Account Manager. Bon, ça, c'est de la routine. Mais ce qui est important aujourd'hui pour les équipes commerciales, pour les fidéliser, s'il nous reste 2 minutes, je parlerai aussi un peu du sujet être réaliste vis-à-vis de son équipe. Mais c'est que les métiers sont flats et que la suite logique d'un SDR, c'est pas forcément de passer BizDev. On peut être SDR senior. D'ailleurs, petite parenthèse, attention aux stagiaires SDR, celui qui call, il va représenter l'image de votre boîte. Pour moi, c'est le métier qui nécessite le plus de seniorité, parce que vous faites appeler un décisionnaire par quelqu'un qui ne connaît rien à votre métier, qui ne connaît pas encore la vie professionnelle. Donc attention, prenez des gens vraiment bien qualifiés, vous faites-les bien coacher. Et qu'il peut passer de SDR à SDR senior
ou team lead SDR ou sales op ou sales enabler. Donc, c'est pas parce que tu es SDR que la suite logique c'est BizDev après qui compte, parce que les meilleurs BizDev chasseurs ne font pas forcément des bons cams, les top performers ne font pas forcément des meilleurs managers. Donc il y a de la carrière sur chacune des étapes du cycle de vente. Alors, je pense on sent bien que une fois qu'on appuie sur le bouton, Pierre-Michel, tu pourrais parler pendant des heures. C'est pour ça que je m'arrête. Ouais, comme on arrive plutôt sur la fin, éventuellement, Delphine, Delphine, Alexandre et Pierre-Michel, chacun votre tour, vous pourriez retenir un point clé pour vous, pour les gens qui nous écoutent, le point clé pour activer finalement sa sales machine chez soi. Alors, Delphine, tu commences? Avec plaisir. Le point clé, c'est vraiment de comprendre que la vente, c'est pas juste du feeling, hein, et ça paraît évident, mais c'est vrai que c'est pas un métier qu'on apprend en école de commerce, même les plus grandes écoles de commerce. Et donc, il faut être clairvoyant là-dessus. Et la vente, c'est des mathématiques, c'est de l'humain, bien sûr, mais c'est aussi de la méthode. Et c'est important de mettre de la méthode dans les pratiques de ces commerciaux et de les engager en leur donnant une vision plus macro. Pour qu'ils se les approprient et qu'ils aient les moyens aussi de faire passer d'une étape à une autre les opportunités. Donc voilà, c'est un beau travail d'équipe, hein, mais c'est super intéressant. La vente, c'est un beau métier. Et du coup, je dirais qu'il faut aussi rester curieux. C'est la marque de fabrique des meilleurs commerciaux. Nous, on a interviewé une centaine de top performers grâce à qui on illustre les formations. D'ailleurs, j'en vois pas mal de connectés. Ça me fait très plaisir et encore merci à eux pour contribuer à cette belle aventure. Donc voilà, c'est super que vous soyez là aujourd'hui parce que ça veut dire que vous êtes dans cette dynamique et ça, c'est déjà bien. Alexandre, toi, tu retiens quoi comme vraiment le truc à avoir en tête? Alors, la partie que j'ai traitée. Donc, non, mais vraiment. La pizza ou la niche? On n'a pas bien compris, en fait. Ouais, non, mais vraiment, je pense que les premières choses, enfin, les fondamentaux, c'est vraiment ce qui va faire tenir votre croissance. Donc, se poser la question de sa niche, de son produit, de sa valeur ajoutée. Et après, on pourra dupliquer tout ce qu'on vous a montré. Et pour revenir sur ce que disait Pierre-Michel, donc libérer le potentiel de ces commerciaux. Donc, si vous pouvez pas embaucher un sales enabler, en général, il faut à peu près 50 sales avant d'avoir ce poste-là, même si on voit apparaître des entreprises qui ont 30 commerciaux qui embauchent ce poste-là. Vous pouvez quand même faire appel à des coachs externes pour améliorer vos calls, écouter vos calls, etc. Et on a la chance en France, pour les entreprises de moins de 50 personnes, de pouvoir faire en partie financer ça avec les fonds de formation, les OPCO. Donc, il ne faut pas hésiter, ça ne fera que du bien à vos équipes. Et souvent, ce qui est compliqué dans la vente, c'est de recruter le bon commercial, mais c'est aussi de le garder et donc de montrer de l'attention en l'accompagnant et en le coachant. C'est une bonne manière de limiter le turnover et de garder ces commerciaux motivés. Ce qui est aujourd'hui n'est pas évident parce qu'ils sont soumis à forte pression. Alors, Pierre-Michel, du gros challenge pour toi. En 30 secondes, c'est quoi le point clé que tu retiens, toi? Je vais t'en dire 3 parce qu'il me reste 30 secondes, 10 secondes par point clé, même si je perds du temps. 3 filtres que j'utilise pour recruter mes propres sales, sachant qu'on est vraiment extrêmement exigeant puisqu'on recrute des sales et on fait des missions de conseil sales. Il faut effectivement qu'ils soient extrêmement rigoureux. Les meilleurs sales, les meilleures organisations, c'est de la rigueur, de la rigueur, de la rigueur. Il faut être passionné par l'interaction humaine, sinon ça sert à rien. C'est un métier d'interaction. Il faut s'amuser. Les 3 ensemble fait un super bon sales. Si on s'amuse pas, parce que business is a game, la vente c'est un jeu, faut prendre plaisir. Ton interlocuteur bosser avec toi ou avec une autre boîte, pour lui c'est à peu près kiff-kiff, mais ce qu'il veut c'est prendre plaisir avec ses fournisseurs parce qu'il te file du pognon. Bon, challenge réussi, 30 secondes, 3 points. Merci à tous d'avoir pris du temps pour nous écouter. Je suis sûr que Delphine, Alexandre, Pierre-Michel seront ravis de poursuivre les échanges avec vous si vous le souhaitez. Vous retrouverez dans le chat les podcasts d'Alexandre, le podcast de Pierre-Michel. Merci pour votre audience. Je vous donne rendez-vous probablement par mail, puisqu'on va vous envoyer un petit replay, et puis derrière, parce qu'il faut qu'on fasse aussi quand même un peu de business, on fera peut-être 2-3 de prospection. Merci à tous, et puis peut-être chacun de vous un petit au revoir
à tout le monde. C'était un vrai plaisir. Donc, je vous souhaite des bonnes ventes et effectivement, prenez du plaisir et rejoignons-nous aussi sur LinkedIn pour continuer les échanges, les contacts. Ouais, merci à tous. Et quand vous mangerez une pizza prochainement, pensez à moi et à la niche. Merci aussi à mon tour et bon appétit parce que j'ai faim maintenant. Et merci aussi, un grand merci à Benoît à Nomination de nous avoir réunis sur ce sujet tous ensemble. Merci à Nomination. Top. À bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde.